Bonsoir et bienvenue à ce temps d'information sur Lumière du Monde Télévision. Au sommaire de ce journal, ce mardi 8 mars, le monde entier célèbre comme de tradition la Journée internationale des droits de la femme. Cette journée permet aussi de rappeler qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Notre équipe de reportage était dans les rues d'Abidjan pour avoir l'avis du citoyen lambda sur la célébration de cette journée. Le président de la transition au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Henri Dameba Sandaogo, a présidé lundi son premier conseil de ministres, une prise de contact avec sa nouvelle équipe composée de 25 ministres, dont 6 femmes. Dernière ligne de ce sommaire, des bombardements intenses se sont poursuivis lundi sur de nombreuses villes ukrainiennes. Kharkiv, la deuxième ville du pays, a subi un pilonnage sans répit. La capitale Kiev s'attend également à une attaque de l'armée russe. Nous le disions au sommaire de notre journal, ce mardi 8 mars, le monde entier célèbre, comme de tradition, la Journée internationale des droits de la femme. Cette journée permet aussi de rappeler qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. En 1910, l'Internationale socialiste réunie à Copenhague, au Danemark, décide d'instaurer une journée des femmes pour rendre hommage au mouvement en faveur des droits des femmes et pour favoriser l'obtention du suffrage universel pour les femmes. La rédaction de Lumière du Monde Télévision a tendu son micro dans les rues d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour avoir l'avis du citoyen lambda sur cette journée. Non, en ce qui concerne le fils Jésus-Christ, il a toujours été accompagné dans son ministère par les femmes. C'est même des femmes qui ont découvert le tombeau vide à la résurrection. Ce sont des femmes qui ont marché avec lui durant tout son parcours. Je ne pourrais pas en citer, mais je connais plusieurs femmes qui se battent pour l'égalité des gens, des chantres, des pasteurs, etc. Bon, je pense que c'est une date symbolique parce que nous bénéficions des luttes de nos dévancières. Voilà, je pense que plusieurs femmes ont été celles-là qui ont lutté pour avoir, par exemple, les congés de maternité. Il y a eu plusieurs luttes et je pense que pour que les femmes puissent bénéficier de certains droits, il y a eu des luttes qui ont été menées. Donc nous, en tant que femmes, nous bénéficions en fait de ces luttes-là. Voilà. Grâce au Seigneur, les femmes se donnent entièrement. Grâce à la résurrection du Seigneur, les femmes sont plus consacrées au Seigneur. Surtout qu'une femme se donne au Seigneur, en tout cas elle donne tout son être, tout son corps, tout son cœur entier au Seigneur. Donc je pense que le Seigneur utilise beaucoup la femme, surtout quand elle est disposée. Quand une femme est disposée dans le Seigneur, là, rien ne peut, le diable ne peut pas résister. Parce qu'une femme se donne entièrement au Seigneur. Les femmes aiment beaucoup le Seigneur. Donc c'est ce que je peux dire. Donc je pense que le 8 mars, c'est normal. C'est normal qu'on valorise la femme, parce qu'une femme, elle fait beaucoup. Dans le Seigneur, comme dans la vie actuelle même, la femme fait beaucoup. Donc c'est ce que et ses droits aussi doivent être respectés. Pour faire un peu d'histoire, il aura fallu plus d'un siècle de combat pour que la femme obtienne les mêmes droits que l'homme. Un long cheminement pour des victoires qu'elle célèbre depuis 40 ans. Nous le disions dans nos titres, le président de la transition au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Henri Dameba Sandaogo, a présidé lundi son tout premier conseil des ministres, une prise de contact avec sa nouvelle équipe composée de 26 ministres, dont 6 femmes, et dirigée par le premier ministre Albert Ouedraogo, âgé de 52 ans. Je vous propose de l'écouter. J'appelle l'ensemble des Burkinabés de tous bords à soutenir le nouveau gouvernement dans ces moments difficiles et dans la mise en œuvre de cette vision de rupture que le président du Faso veut impulser à la gouvernance d'ensemble. Ces priorités, la lutte contre le terrorisme, la restauration du territoire, la refondation de l'État, l'amélioration de la gouvernance, la réconciliation nationale et la cohésion sociale, la prise en charge et la réinstallation des déplacés internes dans leurs localités respectives.
2 casques bleus de la mission onusienne au Mali ont été tués lundi par un agent explosif près de Mopti, dans le centre du pays. Quelques jours avant, c'était 40 éléments des forces armées maliennes, la FAMA, qui périssaient dans une attaque djihadiste. Dans le même temps, le ministre français des Armées a annoncé la mort d'un des chefs d'AQMI, Al-Qaïda, au Maghreb islamique. Khartoum, la capitale du Soudan, toujours en ébullition. Cela dure 5 mois que population et forces de sécurité s'affrontent régulièrement dans la rue. Les généraux insistent sur le fait qu'ils ne céderont pas le pouvoir jusqu'à ce qu'il y ait une élection. Ce lundi encore, des manifestations se sont déroulées et elles ont été réprimées par des gaz lacrymogènes. Des dizaines de manifestants étaient dans les rues de la capitale soudanaise Khartoum lundi, appelant les militaires à rendre le pouvoir aux civils. Depuis bientôt 5 mois que la population occupe régulièrement la rue, affrontant des forces de sécurité qui utilisent des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Les manifestants espèrent ainsi faire plier les autorités, mais celles-ci refusent de lâcher du lest. Les généraux insistent sur le fait qu'ils ne céderont le pouvoir qu'à un gouvernement élu. Des élections doivent avoir lieu l'année prochaine. En attendant, la rue continue de protester au Soudan. Quelques années après le renversement d'Omar el-Béchir, le Soudan cherche encore la voie de la sortie de crise. Dimanche, le Conseil des ministres libyens de transition dirigé par Abdelhamid Deiba a suspendu la mise en œuvre d'un accord avec les Nations Unies sur l'égalité entre hommes et femmes, une décision qui intervient la veille de la Journée internationale des droits de la femme. Cette décision aurait été prise par précaution au regard de certaines dispositions contraires à l'application de la charia dans le pays. Le Conseil des ministres libyens de transition dirigé par Abdelhamid Deiba a suspendu la mise en œuvre d'un accord avec les Nations Unies sur l'égalité entre hommes et femmes. La décision a été prise lors d'une réunion du gouvernement dimanche, un jour avant la Journée internationale des droits des femmes. Selon le communiqué officiel, la décision de suspendre l'accord avec les Nations Unies a été prise par précaution au regard du conflit de certains de ces articles avec les dispositions de la charia. Lors de la signature de l'accord, Houriat Armal, ministre d'État aux Affaires des femmes, largement critiqué par les islamistes, avait pourtant bien précisé que la loi nationale prime au cas de contradiction. Le 8 octobre dernier, la ministre signait un protocole d'accord avec la représentante d'ONU Femmes sur la préparation et l'adoption d'un plan national visant à mettre en œuvre la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies pour les femmes, la paix et la sécurité en Libye. Cette mesure a suscité une vaste controverse parmi les Libyens, craignant qu'il y ait contradiction avec la législation et les valeurs religieuses. Actualité africaine toujours dans votre journal. Alors que le Rwanda a rouvert ses frontières avec le voisin burundais, celui-ci décide de maintenir les siennes fermées. Selon la diplomatie burundaise, il reste encore plusieurs points à régler pour normaliser les relations avec le Rwanda, notamment la question des auteurs présumés de la tentative de coup d'État de 2015 au Burundi. Le Burundi attend encore quelques avancées pour rétablir ses relations avec le Rwanda. Alors que le pays voisin a rouvert lundi toutes ses frontières terrestres qui étaient officiellement fermées depuis l'apparition des premiers cas de Covid en mars 2020, le Burundi a décidé de maintenir ses barrières baissées. Selon la diplomatie burundaise, il reste encore à régler la question des auteurs présumés de la tentative de coup d'État de 2015 au Burundi pour normaliser les relations avec le Rwanda. La récente rencontre entre les ministres de la Justice des deux pays n'a pas permis de trouver un terrain d'entente sur le sujet. Du coup, les Rwandais qui peuvent désormais circuler librement vers la Tanzanie et la RDC devront encore patienter pour franchir la frontière burundaise et également ougandaise, autre voisin avec qui le Rwanda est en crise politique depuis 2018. Au
Nigeria, premier producteur de pétrole sur le continent africain, une pénurie de pétrole provoque une file d'attente interminable devant les stations d'essence, obligeant certains à y passer la nuit. Les images. Dans cette station-service en plein cœur de Lagos, la circulation est au point mort. Des dizaines de conducteurs frustrés disent faire la queue depuis l'aube, en attendant de pouvoir faire le plein. Les heures où nous sommes censés travailler, on les passe à faire la queue à la station-service. Et après, on passe encore des heures dans les embouteillages. Depuis plus d'un mois, le plus grand producteur de pétrole d'Afrique fait face à de graves pénuries d'essence. Car malgré ses importantes réserves d'or noir, le Nigeria ne dispose pas des capacités suffisantes pour le raffiner et importe la majorité de son carburant. Une politique de subvention a été mise en place dans les années 70 pour réguler le prix de l'essence, mais elle coûte chaque année des milliards d'euros au gouvernement et a rendu le pays encore plus vulnérable aux pénuries. Alors que les prix flambent sur le marché noir, nombre de Nigérians se retrouvent en difficulté économique dans un pays où le carburant reste la principale source d'énergie. On n'a pas le droit d'acheter du carburant, mais moi, je ne vais pas au marché noir. J'en ai juste besoin pour mon générateur et pour que mon congélateur fonctionne. Selon les autorités, la pénurie actuelle aurait été causée par le retrait du marché d'une importante quantité d'essence frelatée. La compagnie pétrolière nationale nigériane assure avoir pris des mesures pour ravitailler les stations-service le plus rapidement. Toujours au Nigeria, un premier groupe de 415 Nigérians ayant fui l'invasion russe en Ukraine ont été rapatriés vendredi dans leur pays. Le gouvernement nigérian dit avoir débloqué plus de 7 millions d'euros pour le rapatriement d'environ 5000 ressortissants nigérians installés en Ukraine. Arrivés sur le tarmac de l'aéroport international d'Abuja, ces étudiants nigérians portent encore leurs écharpes et leurs bonnets. Visiblement soulagés, ceux qui ont vécu le début de l'offensive russe en Ukraine racontent leur expérience traumatisante. Il y avait beaucoup d'artillerie lourde, de missiles, de bombes et tout ça. Là où j'étais, il n'y avait que de la destruction. Mon école, partout, c'était terrible. C'était vraiment terrible. Nous ne pouvions pas rester là. Plus de 400 ressortissants nigérians sont arrivés depuis Bucarest dans un vol affrété par leur gouvernement. La plupart ont mis des jours à se rendre en Roumanie depuis l'Ukraine et témoignent de traitements racistes aux frontières. Empêchés de monter dans des bus ou des trains par les forces de sécurité, certains ont dû marcher pendant des heures dans un froid glacial. Alors que les témoignages de discrimination aux frontières ukrainiennes affluent, l'Union africaine et l'ONU ont fait part de leurs inquiétudes à Kiev. Face à la controverse, les autorités ukrainiennes ont annoncé l'ouverture d'un numéro d'urgence destiné aux étudiants étrangers souhaitant quitter le pays. Un petit groupe d'étudiants tanzaniens a quitté en urgence l'université de médecine de Sumy en Ukraine pour se réfugier dans la ville russe de Kurska. Ils ont été accueillis par les autorités de la dite université. L'ambassadeur tanzanien rejoindra Kurska pour organiser le rapatriement de ses étudiants. Le recteur de l'université d'État de médecine de Koursk est venu les accueillir en personne. Il faut dire que les derniers jours ont été difficiles pour ce petit groupe d'étudiants tanzaniens qui a fui la guerre en Ukraine et quitté en urgence la ville de Sumy pour rejoindre 50 km plus loin de l'autre côté de la frontière russe, la ville de Koursk. Le voyage a été très difficile, explique cet étudiant tanzanien. On l'a fait en voiture et aussi à pied. On a commencé notre voyage en voiture depuis l'auberge de jeunesse de Sumy. Puis on a poursuivi plusieurs kilomètres à pied. Ensuite, au milieu du voyage, on a été pris par une autre voiture et on a terminé la route à pied en marchant jusqu'à la frontière. Les 11 étudiants tanzaniens ont traversé la frontière tout près de Soudza avant d'être pris en charge par l'université d'État de médecine de Koursk. Ils sont arrivés pendant la nuit, explique le recteur Viktor Lazarenko.
Nous les avons accueillis et emmenés alors dans un dortoir de notre université. Ils ont pu se laver, changer de vêtements, se restaurer et dormir avant que l'on puisse leur faire un examen médical approfondi. Le petit groupe d'étudiants en médecine devrait quitter rapidement la Russie. L'ambassadeur tanzanien est en route pour Koursk afin d'organiser leur rapatriement au pays. En Ukraine, les civils au centre de la préoccupation d'évacuer la population à Irpin, dans la banlieue de Kiev, où les habitants les plus vulnérables tentent de fuir, la Russie a proposé un nouveau cessez-le-feu temporaire qui devrait débuter ce mardi matin. L'évacuation des civils ukrainiens au centre des discussions. Alors que la guerre fait rage, comme ici à Irpin, dans la banlieue de Kiev, où les habitants les plus vulnérables tentent de fuir, la Russie a proposé un nouveau cessez-le-feu temporaire aujourd'hui. Ces derniers jours, les tentatives de mise en place de corridors humanitaires ont échoué, les deux camps s'accusant mutuellement de ne pas respecter le cessez-le-feu. La dernière proposition de Moscou avait quant à elle été rejetée par Kiev, qui ne veut pas de corridor humanitaire menant les civils en territoire russe. Le troisième round de négociations entre les deux parties s'est achevé hier. Nous avons reçu quelques résultats positifs en termes de logistique des couloirs humanitaires. Ils seront modifiés et nous recevrons une aide plus efficace aux personnes qui souffrent actuellement de l'agression de la Fédération de Russie. En ce qui concerne la voie politique clé, qui comprend un cessez-le-feu, la réconciliation et la fin des hostilités, les consultations intensives vont se poursuivre. Nous espérons qu'à partir de demain, ces couloirs commenceront enfin à fonctionner. La partie ukrainienne nous a donné des garanties. Par ailleurs, la discussion sur les aspects politiques et militaires s'est poursuivie, mais il est difficile et il est trop tôt pour parler de quelque chose de positif. Les discussions entre Russes et Ukrainiens vont se poursuivre dans les prochains jours. Les ministres des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov et Dmytro Kuleba, ont convenu de se rencontrer jeudi à Antalya dans une démarche soutenue par la Turquie. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a posté une nouvelle vidéo depuis son bureau de Kiev, assurant qu'il n'avait pas peur et qu'il n'irait nulle part. Comme d'autres villes du pays, la capitale ukrainienne s'attend à être assiégée et bombardée dans les prochaines heures. 12 jours après l'invasion lancée par la Russie, des bombardements intenses se sont poursuivis lundi dans plusieurs villes ukrainiennes. Vous verrez dans le reportage qui va suivre. Kharkiv, la deuxième ville du pays, qui a subi un pilonnage sans repli. La capitale Kiev s'attend, elle, également à une attaque de l'armée russe. Dans le sud-ouest de l'Ukraine, à Mykolaïv, ces incendies ont éclaté après de nouvelles frappes russes. 12 jours après le début de l'invasion lancée par le Kremlin, des bombardements intenses se sont poursuivis sur de nombreuses villes. Sur ces images, le centre de Kharkiv n'est plus que ruine. La deuxième ville d'Ukraine, située à 50 km de la Russie, a subi un pilonnage sans répit depuis plusieurs jours. Elle est désormais encerclée, mais toujours aux mains des troupes ukrainiennes. L'étau se resserre aussi sur la capitale, Kiev, qui s'attend à une attaque dans les prochains jours. Par ailleurs, la Russie a annoncé ce lundi soir la mise en place de cessez-le-feu locaux à partir de ce mardi matin pour l'évacuation des civils en provenance de Kiev, de Soumy, Kharkiv, Tchernigiv et Mariupol. Seul l'ouest du pays reste pour l'instant épargné par les combats. Dans la plus grande ville, Lviv, des volontaires se préparent au pire et s'entraînent au maniement des armes. Alors que les bilans humains restent difficiles à établir, Kiev affirme que plus de 11 000 soldats russes ont été tués. Religion à présent, dans 4 mois, le souverain pontife sera en visite en République démocratique du Congo. Une visite sous le signe de l'espoir et de la paix. Sur place, les fidèles catholiques se préparent à accueillir l'événement. La dernière visite d'un pape dans ce pays de l'Afrique centrale remonte à 1985. À la paroisse Saint-Alphonse, les fidèles catholiques se préparent en prière à un grand événement. En
En juillet prochain, le pape François doit se rendre à Kinshasa et à Goma dans l'est du pays. Sa venue est très attendue. Il y aura des séries de prières pour nous aider à pouvoir nous imprégner de cet événement qui est grand et qui est un événement exceptionnel, surtout pour les nouvelles générations qui n'ont pas eu le temps de rencontrer un pape. Pour les fidèles de Kinshasa, hors de question de manquer l'événement. Un enthousiasme que partagent de nombreux jeunes. Certains projettent de se rendre à l'aéroport à pied pour accueillir celui qu'ils nomment le successeur de Pierre. D'autres ont déjà acheté des tenues neuves spécialement pour l'occasion. Je peux même quitter chez moi à 5h ou 4h, rien que pour voir le pape. Je n'étais pas là lorsque le pape Jean-Paul II était là. Maintenant, j'ai au moins la chance de voir au moins sa calotte à Kinshasa. Comme Joyce, cet événement est pour beaucoup une première. La dernière visite d'un pape à Kinshasa remonte à 37 ans. Jean-Paul II s'était en effet rendu quelques jours dans ce qui était alors le Zaïre. Depuis que j'étais petit, là vraiment je n'ai pas vu les papes. Je voyais seulement des papes dans la télé et ça sera ma première fois de voir le pape François venir ici à Kinshasa. Cette visite du pape François sera placée sous le signe de la réconciliation et surtout de la paix, alors que l'Est du pays est en proie aux violences de groupes armés particulièrement meurtriers. Après Kinshasa et Goma en RDC, le pape François se rendra à Djouba, capitale du Soudan du Sud. C'est ici que se referme ce journal. Nous avons pris beaucoup de plaisir à vous le présenter. Merci, bonsoir et surtout que Dieu vous bénisse.